Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Merci d'avoir accepté de venir un vendredi soir, juste après le déconfinement, pour une conférence. D'habitude, on les organise le mercredi soir, mais on avait l'opportunité d'avoir Omar Saouti avec nous qui était de passage à Bruxelles et on s'est dit, allez, on va quand même essayer de faire une activité le vendredi soir. Merci d'être là donc pour cette conférence débat qu'on organise dans le cadre de la mobilisation de la plateforme 2103. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 190 associations collectives en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie qui se sont réunies depuis 4 ans pour essayer de relancer une dynamique et la création d'un mouvement antiraciste plutôt militant dans la rue, dans l'espace public. Et qui essaye donc de regrouper toutes les forces antiracistes en Belgique. Et donc on organise ce dimanche dans une quinzaine de villes de Belgique, ce qui est notre meilleur résultat jusqu'à présent. On organise donc une quinzaine d'actions locales. Et on ne sait pas encore ce qu'on va faire l'année prochaine, si on reste encore au niveau local ou si on redevient une manifestation nationale. La seule chose qui a déjà été décidée, c'est qu'en 2024, la manifestation sera nationale et sera à Anvers, puisque vous savez qu'en 2024, il y aura toutes les grosses élections, même les petites, puisque les élections communales auront lieu aussi en 2024. Et qu'il y a forte chance que la N-VA et la Vlaams Belang obtiennent en Flandre une majorité parlementaire. Et donc, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire exploser la Belgique. Donc, il y a un enjeu donc beaucoup plus important en Flandre sur la question de l'extrême droite. Heureusement, du côté francophone, on a une extrême droite qui est divisée, on dit c'est la plus belle du monde, donc on est très content de ça au niveau organisationnel, mais au niveau des idées, elle continue à les diffuser et on peut s'attendre à n'importe quelle élection qu'il y ait de nouveau des tentatives, et pour l'instant d'ailleurs il y a des tentatives qui essayent de se construire pour essayer de se regrouper, quoi. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est la formation Léon Lezoil, on est une organisation d'éducation populaire. En Belgique on dit éducation permanente, mais nous on se revendique toujours de l'éducation populaire. De la gauche anticapitaliste, on est un collectif militant, actif dans plusieurs villes du pays et dans plus de 60 pays dans le monde. Nous sommes internationalistes, écosocialistes, écoféministes, antiracistes, antifascistes, LGBTQIA+ friendly, anticapitaliste et révolutionnaire. On organise mensuellement ces conférences pour réunir et débattre entre militants, entre activistes, avec des chercheurs et des chercheuses autour de questions de société. Et on organise des formations, parfois théoriques, parfois pratiques. On s'est spécialisé grâce au Covid à la technique de l'arpentage, où on lit des articles, et maintenant on est en train de passer à des livres qu'on lit collectivement pour ceux qui n'ont pas envie de lire des livres en entier. On anime un site internet, une page Facebook, et on a créé un jeu de pistes pour découvrir les militants exemplaires ayant vécu à Bruxelles, parce qu'on a une grande tradition dans tous les secteurs de ce que je vous ai cité, des tas de gens illustres et moins connus qui ont joué un rôle très actif. Voilà, on essaie de trouver de nouvelles méthodes aussi pour politiser, conscientiser et radicaliser les mouvements sociaux. Alors ce soir, on vous a réunis pour débattre sur comment construire le mouvement antiraciste, comment construire un mouvement unitaire, pluraliste, radicalement antiraciste. Quelle stratégie faut-il mettre en place? La plateforme 2103, au départ, s'est créée autour de 6 revendications. Il n'y a pas d'ordre, hein, mais donc il y a une critique fondamentale de la loi de 1980 qui en Belgique est la loi d'autorisation d'installation des étrangers en Belgique. Dans cette loi, c'est la loi qui est la plus changée des lois belges, alors qu'elle n'a que
40 ans d'âge. Mais dans cette loi se trouve aussi ce qu'on appelle la double peine, et donc on a réinstauré le fait que des personnes qui sont entre-temps devenues belges, s'ils commettent des délits, ils peuvent à nouveau être expulsés dans leur fameux pays d'origine, alors que leur pays d'origine c'est la Belgique. Donc il y a cette loi-là qu'on dénonce. Il y a les violences policières. Si vous suivez l'actualité, vous avez constaté que depuis 5 ans, on est à 2, 3, 4 assassinats par an, alors qu'avant, il y en avait beaucoup moins. Donc il y a des choses qui se passent dans la police, malgré toutes les formations qu'ils ont reçues à respecter les droits de l'homme et lutter contre les discriminations et à bien faire leur boulot. Troisième revendication, c'est la question du foulard. Le foulard à l'école, mais aussi le foulard à l'emploi. Vous savez que c'est un des enjeux centraux de discrimination auprès des femmes musulmanes. Malgré cette question du foulard qui a divisé la gauche et l'antiracisme, la plateforme a réussi à regrouper toutes les personnes qui défendent cette position-là. Quatrième revendication, c'est la régularisation de tous les sans-papiers. La cinquième, c'est la décolonisation des esprits, des espaces publics et des référentiels scolaires. Et le dernier, c'est pour des tests pratiques proactifs qui peuvent démontrer la discrimination, pas uniquement par des recherches scientifiques des universitaires, mais aussi par des actions de citoyens, et que ça peut être utilisé comme preuve dans la dénonciation de la discrimination. De toute cette revendication, il y en a 2 qui posent problème pour les syndicats, 3 en fait. Pour la FGTB, c'est la question du foulard et des services publics inclusifs. Pour la CSC, c'est la question de la régularisation de tous les sans-papiers, puisque eux, ils sont pour la régularisation avec des critères clairs. Et très bizarrement, ils ont aussi des soucis avec la question décoloniale. Est-ce qu'il y aurait encore un lien avec le passé des missionnaires catholiques? On peut se poser la question, quoi. Alors, comme je l'ai dit, il y a des enjeux en Flandre, mais à Bruxelles aussi sur non seulement la montée du racisme. Hein, vous savez sans doute tous que selon l'Eurobaromètre, nous sommes le 3e pays le plus raciste d'Europe, même devant la France, très bizarrement, parce qu'on a plutôt une réputation d'être beaucoup plus tolérant que la France. Il y a le durcissement de la répression policière, j'en ai déjà parlé. Il y a l'exploitation, la criminalisation et la détention des sans-papiers qui s'est aggravée. Alors vous savez tous, et vous suivez l'actualité, qu'il y a à peine une semaine, on a découvert 2 files devant le petit château. Une file pour les Noirs et les Bruns, et une file pour les Blancs, c'est-à-dire ceux qui viennent d'Ukraine. Ça a fait tellement scandale qu'ils ont décidé de ne plus faire les files au même endroit, donc ils ont mis les Blancs, les Ukrainiens à l'hôpital Bordet, totalement improvisé, pas organisé, puisqu'ils ne s'attendaient absolument pas qu'il y ait une guerre, apparemment, mais ils ne s'attendent pas qu'il y a des réfugiés qui arrivent en Belgique, parce que la planète est en train d'être détruite par les guerres impérialistes, par le pillage, par le réchauffement climatique, hein, qui provoque aussi des réfugiés. Donc les 2 derniers gouvernements ont réduit le nombre de places d'accueil, et donc on se retrouve maintenant à devoir accueillir, en tout cas pour toute l'Europe, on pense 4 millions de réfugiés en moins d'un mois, quoi. Donc c'est de tout ça qu'on veut discuter ce soir, et donc on a invité 4 personnes, dont une je dois déjà l'excuser, c'est Samira Benalal qui était porte-parole du collectif Sabrina Wassim, mais on a quand même donc l'honneur d'avoir Modou Ndiaye qui est ici à ma gauche, qui est porte-parole de la Voix des Sans-Papiers, puis il va un peu plus se présenter après. Puis je donnerai la parole à Maggie Ikoulou, qui est juriste et politicologue de formation, mais elle est active au NAPAR et à BIPAX, mais ça aussi elle va se présenter plus amplement. Et alors Omar Slauti,
Lui, il a un CV qui est trop long, donc je le laisserai parler. Mais en tout cas, c'est une des figures, je ne pense pas que tu vas apprécier ce que je dis, mais pour moi, en tout cas, une des figures importantes de l'antiracisme politique en France, actif dans les collectifs contre l'islamophobie, mais aussi sur les violences policières de plusieurs personnes qui ont été tuées en France. Vous savez qu'en France, c'est un peu plus dur, la répression policière qu'ici. Voilà. Et alors aussi, on l'a invité parce qu'il va sortir la semaine prochaine, si j'ai bien compris, un livre avec Hugo Paletta, et on a l'honneur d'avoir le livre déjà ici, donc même Tropisme ne l'a pas encore, et la FNAC, qui est Défaire le racisme et affronter le fascisme. Et c'était à partir de ton livre, le titre de ton livre, qu'on s'était dit, tiens, ce serait bien d'organiser cette soirée. Et je donne directement la parole à Modou. Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. Comme tu l'as bien annoncé, je me nomme Modou. Je suis le porte-parole du collectif La Voix des Sans-Papiers de Bruxelles. C'est un collectif qui existe depuis 2014. Actuellement, donc, je suis aussi le coordinateur des occupations de VSP Bruxelles. Quand je dis coordinateur des occupations de VSP, parce qu'en fait, on n'a pas une seule occupation. On a 4 à 5 occupations que nous gérons. Une occupation, c'est un lieu de vie, de lutte pour des personnes, je peux dire, qui sont abandonnées, des personnes qui sont délaissées par le gouvernement, par l'État. Nous existons depuis 2014 et nous luttons pour une seule cause qui est la régularisation des sans-papiers. Actuellement, nous comptons environ presque 500 personnes et nous vivons dans plusieurs communes différentes. Nous faisons partie aussi de la coordination des sans-papiers, qui est une plateforme, je peux dire, qui regroupe tous les pas mal de collectifs qui sont en Belgique. On a les mêmes objectifs, c'est comment trouver des solutions pour les personnes sans papiers en Belgique. Comme vous le savez, dans ces pays, donc c'est assez compliqué et complexe. Et de gouvernement en gouvernement, on a l'impression que les portes se referment de plus en plus. Donc, il est assez compliqué et difficile pour les sans-papiers. Si on remarque actuellement le nombre de sans-papiers qu'on a sur le territoire belge, on peut dire quand même que c'est multiplié. Parce qu'en fait, la Belgique ne régularise plus les sans-papiers. La Belgique préfère délaisser les sans-papiers pour qu'ils se débrouillent eux-mêmes. Donc, à un moment donné, ce qui nous a poussé aussi à réfléchir comment on peut faire face aussi à ce type de situation. Malgré pas mal de revendications, malgré aussi le soutien qu'on a aussi de l'extérieur aussi, qui est un soutien aussi assez complexe aussi, on peut le dire ainsi. Donc c'est assez difficile, mais on continue à survivre, à pouvoir aussi exister aussi, et essayer aussi de mettre en place aussi des outils qui peuvent et qui nous permettent aussi d'être dans cette visibilité. Donc, comme présentation, je m'arrête là pour le moment et laisser la parole à mes camarades. Maggie Koulou, je suis juriste et politologue de formation et comme boulot, j'ai une double casquette. Je suis chargée de plaidoyer pour la SBL BIPAX. Pour ceux qui ne connaissent pas, la SBL BIPAX, c'est une SBL d'éducation permanente ou éducation populaire qui s'occupe en fait des questions de racisme. Et donc on fait des formations et des animations dans différentes institutions, écoles, etc. pour essayer de déconstruire le racisme, pas seulement au niveau interindividuel, mais aussi structurel, systémique. Et je suis aussi la porte-parole et chargée de projet pour la coalition NAPAR. La coalition NAPAR est une coalition qui existe depuis 2018 et qui regroupe plus de 65 organisations belges à travers la Belgique, associations civiles qui ont différentes luttes, mais qui ont un point commun, la lutte contre le racisme. Et en 2018, elles ont décidé de joindre leurs forces pour ne former qu'une seule et même association, dans le but de vraiment pousser la Belgique à adopter ce fameux plan national interfédéral contre le racisme que la Belgique avait promis en 2021 à Durban, mais qui n'existe toujours pas aujourd'hui. Et donc au quotidien, la coalition fait un travail de plaidoyer
au sein des cabinets politiques et des partis politiques pour mettre la pression sur ces différents gouvernements politiques, parce que vous le savez, nous avons un paysage politique extrêmement éclaté, et donc on n'a pas seulement un gouvernement, mais plusieurs gouvernements, ce qui rend la tâche beaucoup plus compliquée, et c'est ce que s'attelle à faire au quotidien la coalition NAPAR. Et sinon, je me définis aussi comme une féministe radicale, antiraciste, décoloniale, et voilà, c'est déjà bien. Omar, je suis un de ceux et celles qui militent en France, qui essayons du moins sur les champs de l'égalité, comme ça a été dit ici et là. Donc je suis membre aussi du collectif de soutien aux sans-papiers du Val d'Oise, dans les collectifs contre les violences policières. Notamment dans ma ville à Argenteuil, où on a une police particulièrement retors. On est quasiment un champ d'expérimentation, une sorte de petit laboratoire qui est plutôt bien foutu pour les flics, où on a, je peux vous le dire, 3 familles fortement endeuillées suite à des violences policières sur ces dernières années, notamment autour de l'affaire Aliziré, 69 ans, mais aussi autour de la mort de Sabri, un jeune de 18 ans, et d'Olivio, un jeune papa de peut-être 23 ans si ma mémoire ne trahit pas les choses. Et on a donc régulièrement des mobilisations sur notre ville, mais bien évidemment en lien avec tous les collectifs contre les violences policières. Et puis on milite aussi beaucoup sur les questions contre l'islamophobie dans cette période-là. Et on est quelques-uns à avoir la prétention de faire peut-être des articulations entre les différentes mobilisations contre ce qu'on appelle nous le racisme structurel, c'est-à-dire que évidemment on ne parle surtout pas de bavure quand on parle de violences policières en ce qui nous concerne. De la même manière, quand on parle des violences faites à l'endroit des migrants, des migrantes, des sans-papiers, sans-papières, c'est quelque chose qui pour nous est largement structuré, structurel, mais on y reviendra peut-être dans le débat. Et puis puisqu'il faut se présenter, alors je suis aussi le fils de mon père et de ma mère, comme beaucoup, jusque-là sur l'extrait extraordinaire, je suis d'accord. Mais autant vous dire que parfois ça détermine des trajectoires de vie, parce qu'il y a des guerres coloniales qui ne sont pas terminées en réalité, voilà, pour dire les choses très clairement, qui s'invitent dans nos vies sous d'autres formes, et puisqu'on est parfois amené à vivre et à militer à partir de nos blessures, ben écoutez, il faut l'assumer, donc on vit et on milite aussi à partir de nos blessures, souvent individuelles au départ, mais qu'on essaye de collectiviser et de politiser. Et enfin, un dernier point, puisque vraiment il s'agit de se présenter, je voudrais dire une chose qui est vraiment très très importante. Quand on est victime du racisme et qu'on est amené à militer pour des raisons qui sont les nôtres, il faut savoir que quand on s'assied derrière une table comme ça, on s'assied pas simplement comme un militant et une militante, mais on s'assied avec un ensemble de problématiques liées à la race. Voilà, très concrètement, on est dans une société qui fabrique des prisonniers, des trajectoires de vie très compliquées. C'est dans nos familles, c'est dans nos chairs, c'est tout autour de nous. C'est-à-dire que quand on s'assied, on a autour de nous des personnes qui sont enfermées, traumatisés, martyrisés. Au-delà de ce qu'on peut dire de manière un peu objective et détachée, il faut savoir simplement dire qu'il y a aussi des subjectivités, des histoires personnelles, et parfois la décence, et puis des choses qui relèvent, c'est vrai, de l'intimité qu'on ne veut pas étaler, mais qu'on sache bien qu'on milite toujours à partir de là d'où on est, et sans aller beaucoup plus loin. Il y a vraiment des grosses blessures parmi ceux et celles qui parlent lorsqu'ils parlent du racisme, et parce qu'ils le vivent dans leur quotidien. Voilà, je finis là-dessus. Vous êtes en tant que, je parle des collectifs sans papier quand même, depuis au moins 10 ans, très actifs, ceux qui ont organisé le plus de manifestations. Comment tu vois la lutte antiraciste? Comment tu vois, tu expliquais que là, vous êtes face à un mur qui est les différents derniers gouvernements. Vous avez choisi la voie d'aller plutôt sur l'occupation, donc d'essayer de trouver du logement pour les personnes. Donc vous êtes beaucoup dans l'humanitaire, dans essayer de nourrir tout le monde, d'avoir de l'électricité, du gaz, et de ne pas se faire expulser, et puis une fois qu'on se fait expulser, d'aller dans un autre bâtiment. Mais j'imagine que voilà, au niveau politique, vous essayez quand même encore de faire des choses. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je vais juste commencer par rapport à la question d'accueil, comme tu le disais tout à l'heure. Parce que, comme on le sait, il y a pas mal de centres d'accueil qui ont été fermés. Et il y a pas mal de personnes qui sont dans la rue. Donc, nous, d'un côté, ça nous a permis d'essayer
d'occuper des espaces pour avoir plus de visibilité et pouvoir aussi avoir aussi plus de personnes militantes. Parce que la majorité des personnes sans papier, du moment qu'ils sortent des centres, sont abandonnés, sont un peu perdus. Et la majorité aussi, c'est des personnes qui n'ont aucune attache familiale et autres dans ce pays. De fait que généralement, ce sont des personnes qu'on retrouve dans la rue, qu'on retrouve dans les parcs et autres. Donc nous, c'est ce qui nous a fait réfléchir à comment faire face à ce problème, qui est un problème interne, un problème, je peux dire, institutionnel, et que le gouvernement ne va pas s'en occuper. Et pour nous, c'est un avantage en fait, le fait de pouvoir récupérer ces personnes, les mettre dans un endroit, et essayer aussi de les former aussi. Parce qu'il y a la question sociale, il y a là aussi la question politique. Parce qu'on sait bien ici, la lutte en Belgique, pour pouvoir la gagner, il faut la masse. Et la masse, il faut des rassemblements. Et pour rassembler les gens, il faut au moins les mettre dans des endroits bien précis. Parce que par exemple, ici en Belgique, on parle de dizaines de milliers de sans-papiers. Mais pour retrouver ces personnes, c'est très problématique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des sans-papiers, mais ils ne sont pas politisés. De fait que souvent, il y a certaines personnes qui sont dans des familles, il y a d'autres qui préfèrent ne pas lutter, essayer de trouver une solution personnelle. Et ce qu'on trouve souvent, et là aussi, ça fait le bonheur des marchands de sommeil. Donc nous, au sein de VSP, ce que nous faisons depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, c'est essayer d'ouvrir des bâtiments, loger des personnes, et essayer aussi de les politiser aussi pour qu'ils puissent aussi être conscients aussi de la situation, pour qu'ils cherchent aussi, c'est à eux-mêmes de lutter leur propre pour s'en sortir de la situation. Parce qu'on a bien beau d'avoir pas mal de soutien, mais il n'y a personne aussi qui peut se mettre aussi à la place aussi d'autrui. Parce que ce que tu as vécu et ce que tu es en train de vivre, il n'y a personne qui peut te mettre à sa place. Donc c'est important que les personnes aussi sans papier, notre public, nos familles, puissent aussi s'approprier aussi de leur propre histoire, de leur propre récit, pour que ça puisse être aussi une défense face à l'administration et face à l'autre aussi. Donc ce qui nous a permis actuellement d'avoir dans pas mal d'endroits, dans des endroits aussi assez symboliques. Quand je dis assez symbolique, parce que par exemple si on part jusqu'à l'avenue Louise, oser occuper un bâtiment qui appartient à les trois familles les plus riches de la Belgique, c'est pas pour rien. Et un bâtiment aussi qui est sur l'avenue Louise. Donc pour nous, c'est une victoire. Parce que ça nous a permis d'avoir une certaine visibilité, de un. Ça nous a permis aussi d'avoir aussi un grand nombre de personnes qu'on a mis dans ce lieu et qu'on essaie aussi de conscientiser, qu'on essaie aussi de politiser. Parce que notre lutte, on a besoin de cette visibilité. Parce que l'État fait le maximum pour nous mettre sous les radars. L'État fait le maximum pour nous mettre en contradiction avec les citoyens. Donc nous, on est dans cette obligation de travailler cette relation avec les citoyens. On est dans cette obligation aussi de montrer aussi le bon exemple. Parce que quand je parle de bon exemple, nous, on a vécu sous la règne, je peux dire, de Maggie de Bloch, qui était la secrétaire d'Asile et Migration, qu'on connaît bien avec ses techniques et pratiques. Après Maggie de Bloch, on a eu Theo Franken, qui était devenu plus pire, parce qu'à un moment donné même, on voyait presque plus de sans-papiers manifester, parce que c'était plus serré, c'était plus compliqué. Et c'est dans sa gestion même sur la question de la migration que pas mal de centres d'accueil ont été fermés. Parce soit disant qu'il n'y avait pas de personnes en fait pour ces lieux, donc mieux vaut les fermer et passer à autre chose. Donc là maintenant, on est avec Sami Madi. On a bien vu récemment comment il a géré la question des ex-grévistes au niveau de l'église Béguinage. Donc avec toutes ces mensonges qu'ils ont montées pour pouvoir décribiliser les sans-papiers. Donc on est dans une situation, je peux dire, très problématique et très complexe. Parce qu'on a l'impression aussi qu'il y a une question, je ne sais pas si c'est une complexe politique ou bien une incompréhension des partis soi-disant favorables à l'accueil d'autres personnes, parce qu'on est complètement dans une contradictoire si on voit actuellement ce qui se passe avec l'Ukraine. Et il y a eu pas mal de temps, on nous disait
il n'y a plus de place pour accueillir des gens et que nous, on arrive à s'organiser au moins à accueillir des personnes qui sont de notre monde. Donc, pour nous, c'est un peu paradoxal. Parce qu'on dit qu'il n'y a plus de place, il n'y a plus de solution pour les personnes qui sont déjà là, qui sont des dizaines de milliers, qui sont des personnes qui sont intégrées, des personnes qui ont des familles qui sont nées ici, des personnes qui ont fait des formations ici, et qu'on n'essaie pas de les intégrer et qui participent aussi à la vie économique, sociale de ce pays. Donc il y a un problème. C'est juste qu'on est dans un gouvernement raciste et qu'on ne le dit pas. Et c'est ça la réalité. Parce que si le gouvernement nie qu'il a des solutions pour ces personnes, c'est faux. Il y a bel et bien une solution. Et nous sommes une valeur ajoutée de ce pays. Parce que les dizaines de milliers de personnes sans papier dont on parle dans ce pays, la majorité, c'est des personnes qui travaillent jour et nuit. C'est des personnes qui participent au développement de ce pays. C'est des personnes qui apportent un plus. Parce que soit on est dans des travaux manuels, il y a d'autres aussi qui sont dans les secteurs culturels. Et quand ils arrivent dans ces secteurs, ils viennent aussi avec leur savoir. Ils viennent avec leurs expériences qu'ils partagent avec d'autres. Personnellement, je connais pas mal de personnes qui participent à beaucoup d'activités culturelles que des artistes belges et autres viennent chercher pour qu'ils participent à des activités. Et pourtant, au départ, ces personnes, on ne les considérait pas comme des artistes parce qu'on les utilisait juste. Mais jusqu'au moment où on a commencé à mettre en place une réflexion pour dire, ok, depuis un moment, on se laisse utiliser parce qu'on pensait que si on arrive à avoir une certaine visibilité dans certains espaces, dans certains podiums, ça peut permettre, ça peut donner une chance à la personne d'avoir au moins sa fameux sésame. Mais malheureusement, on s'est rendu compte qu'on était là juste pour être utilisé. Et ce qui a poussé une minorité, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de sans-papiers aussi, qui ont toujours cette complexité de dire « Ah, moi je peux réclamer mes droits ». Parce que tant qu'on se met dans la tête qu'on se considère comme un illégal, parce que c'est ça qui a été dicté depuis tant d'années, là, il y a une vraie barrière. Et c'est cette barrière qui cause problème. Donc nous, ce qu'on fait, c'est essayer de voir comment déconstruire dans l'ensemble ces étiquettes qu'on nous colle, comment on peut travailler dans l'ensemble pour trouver des outils qu'on peut mettre en place qui peuvent nous aider à mieux avancer, à être mieux visibles. L'un, c'est la question des occupations. Et récemment aussi, ce qu'on a essayé de faire pour aussi avoir cette question de visibilité aussi, on a mis en place un projet qu'on a appelé Y'en a marre. Parce qu'on en a marre d'être maltraité. On en a marre qu'on nous met à côté. Et ce qu'on a fait, c'est juste réfléchir ensemble. Parce qu'on sait bien comment ça se passe. Un sans-papier qui se présente devant un CPS ou bien devant une institution, quelle que soit laquelle, tu es mal reçu. Et du moment qu'on a fait que tu accompagnes une personne blanche, on voit tellement la facilité. De ce fait que ça nous a poussé à dire, ok, pourquoi on ne peut pas mettre un projet sur place qui consiste à trouver des personnes qui veulent soutenir, mais qui ne savent pas comment soutenir en fait. Et qui sont prêts aussi à nous accompagner, mais qui ne peuvent pas aller dans nos manifestations, qu'on puisse aussi leur demander de nous accompagner dans les démarches administratives de sans-papiers. Et j'avoue que depuis qu'on l'a commencé, on a vu des résultats. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui me disent, ah, la dernière fois lorsque j'étais parti seul au CPS pour une carte médicale, je n'ai pas été bien reçu ou bien le temps était trop juste. On t'accorde juste 3 à 4 minutes avec un langage très académique que tu n'arrives pas à comprendre et que tu n'oses pas aussi poser les questions. Mais si tu es accompagné avec une personne blanche belge, là il y a une large différence. Parce que tu sens qu'il y a un certain respect qui est là, d'autant plus qu'aussi la personne qui t'accompagne a une possibilité de poser des questions et pouvoir aussi jouer l'intermédiaire entre le fonctionnaire et aussi la personne concernée. Et depuis un moment, on essaye de le développer. Et notre idée, c'est quand même que ça puisse répandre aussi au niveau de tous les collectifs qui sont à Bruxelles et au-delà même de Bruxelles. De un, nous, ça nous permet d'avoir déjà cet accompagnement. De deux aussi, pour nous, c'est un outil de sensibilisation et de mobilisation. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent rien sur la vie des sans-papiers. Parce qu'on dit, ah, les sans-papiers sont des ignorants, c'est des profiteurs, c'est des criminels. Mais une fois qu'on fréquente ces lieux, on commence à voir le contraire de ce qu'on leur disait et ce que véhiculaient aussi les médias. Parce qu'on voit bien la propagande au niveau des médias. On voit à chaque fois quand Franken sortait,
ce qu'il disait au niveau des sans-papiers. Quand on voit aussi Magui de Bolok, c'était pareil. Quand on voit actuellement Sami Merdi, c'est pareil. Donc pour nous, ça c'est des outils qu'on a essayé de mettre en place. On voit que ça fonctionne. Même si on n'a pas exactement ce que nous voulons, qui est réclamer des critères clairs et permanents qu'on nous dit exactement. Si vous arrivez à rentrer dans ce cadre, il y a une possibilité. Parce que tous les gouvernements qui viennent de passer, chaque fois, il n'y aura pas de régularisation massive qui nous disent clairement. Mais en Belgique, il n'y a jamais eu de régularisation massive. C'est toujours la dernière régulation qui a eu lieu en 1999, c'était avec des critères. Les personnes qui l'ont rempli ont eu des papiers. Même si malheureusement, par la suite, la majorité l'ont perdu. Donc, ils ne peuvent pas rester juste dans cette condition. Non, il n'y aura pas de régularisation massive, sans pouvoir aussi mettre en place d'autres conditions. Parce qu'ils n'ont pas cette possibilité de pouvoir expulser toutes les personnes sans papier qui sont en Belgique. Économiquement, est-ce que le pays peut les tenir? Et toutes ces personnes qui ont quitté des pays avec des conditions très critiques, des personnes qui ont quitté des guerres, mais malheureusement que leurs reçus n'ont pas été reconnus, que leurs récits ont été niés, juste parce que l'Office des étrangers, qui est apte à pouvoir décider le ressort, à décider l'avenir d'une telle ou telle personne sans connaître exactement son récit, peut décider ce qu'il veut. Là, on a un vrai problème. Donc, c'est pour cela que depuis un bon mois, on essaie de mettre en place, avec les soutiens, avec les personnes qui nous accompagnent, les citoyens, comment on peut exactement obtenir ce fameux document qui nous permette au moins à dire, OK, les personnes qui arrivent à remplir ces conditions pourront au moins dire que, OK, moi je peux réclamer un titre de séjour. Mais là, on est, je peux dire juste, dans une loterie nationale où tu déposes un dossier sans savoir exactement ce que tu mets. Et ça dépendra de l'humeur du fonctionnaire qui va traiter ton dossier. Et si, voilà, aujourd'hui il est de bonne humeur, tu peux passer. Malheureusement, si c'est de l'autre côté, là, on met ton dossier à côté. Je voulais encore te poser une question sur les revendications, parce que au début et pendant très longtemps, les collectifs de sans-papiers luttaient pour la régulation de tous les sans-papiers. Et puis, il y a eu des associations belges, soi-disant de solidarité, qui vous ont voulu vous soutenir en disant vous devez modérer vos revendications et donc justement venir avec des revendications plus, avec des critères plus définis. Comment toi tu te positionnes par rapport à ça, ou vous plutôt en tant que collectif est-ce que vous êtes toujours pour la régulation de tous les sans-papiers ou bien est-ce que vous pensez qu'il faut régulariser seulement certains? Mais on est pour la régulation de tous les sans-papiers parce que c'est ce qu'on a toujours réclamé. À un moment donné, certes, on n'avait pas mis de critères et on a rencontré quelques politiques à qui on faisait confiance, à qui on essaie de jouer pour au moins les avoir à nos côtés. Même si officieusement, il dit oui, on vous soutient, mais officiellement, il n'y a rien. Donc, après de longues discussions, ils nous ont dit, bon, pour pouvoir aussi dialoguer, négocier, il faut que vous mettez quelque chose sur la table. Bon, ce qu'on a fait, on a mené une enquête. Et cette enquête nous a permis de circuler un peu en Belgique pour pouvoir aussi accueillir aussi pas mal d'informations sur les sans-papiers, sur les concernés. Et à chaque fois, on posait maintes questions sur qu'est-ce que vous pensez si on vous demande des critères ou bien si on doit régulariser, qu'est-ce que vous posez comme conditions. Et on a tout recueilli, on a travaillé aussi avec des professionnels qui nous ont permis, qui nous ont aidés à pouvoir au moins sortir des cahiers de recommandation. Et ces cahiers de recommandation, c'était au niveau communal et au niveau fédéral. Parce que, quoi qu'on dise aussi, la personne en situation irrégulière nommée sans papier a un minimum de droits. Il y a la question de la carte médicale. Il y a aussi le fait aussi que les sans-papiers aussi, les enfants peuvent être scolarisés. Et il y a autre aide aussi que ces personnes peuvent obtenir. Et ça faisait partie des recommandations qu'on avait mises au niveau communal. Et au niveau fédéral, c'était plus sur la question de la santé, sur la question aussi des formations et sur la question aussi de la régularisation. Et c'est ce cahier qu'on a utilisé, je peux dire même qui a été nos bibles, pour pouvoir aussi faire le tour des politiques et pouvoir aussi dire, OK, nous, on a consulté la majorité des personnes sans papier, c'est ça qui revendique, c'est ça que nous défendons. Et il y a aussi pas mal aussi de partis politiques qui ont pris ces recommandations.
pour dire qu'ils vont essayer de travailler dessus pour pouvoir aussi le porter au niveau parlementaire. Mais malheureusement, ces partis, généralement, le modifient en fonction aussi de l'écoute de leurs électorats aussi, parce que la question des sans-papiers n'a jamais été leur priorité. C'est juste, je peux dire, un des atouts politiques qu'ils utilisent souvent, et parfois ce sont les partis opposants qui l'utilisent, et parfois ce sont les partis qui sont au pouvoir qui l'utilisent. Donc nous, on a mis en place ces recommandations, et dans ces recommandations, ça touche, je peux dire, environ presque 90% des sans-papiers. Mais chaque fois, quand on réclame la régularisation de toutes les personnes en situation irrégulière en Belgique. Pendant très longtemps, dans le mouvement antiraciste, il y avait vraiment une division entre ceux qui s'occupaient des sans-papiers et ceux qui s'occupaient de ce qu'on appelle les descendants, ou issus de l'immigration, qu'on disait encore avant. Maintenant, on utilise le mot, en tout cas dans les milieux militants, les racisés. Et donc, je pense que c'est plutôt dans cette catégorie-là que toi tu es actif. Donc, est-ce que tu pourrais un peu présenter l'action du NAPAR, quelles sont quelques revendications qui sont importantes pour vous? Tu as parlé aussi du racisme structurel et du racisme systémique. Est-ce que tu pourrais éventuellement un peu plus définir ce que c'est et comment tu vois la lutte contre ce racisme structurel? Alors concernant NAPAR et son champ de lutte, on ne fait pas de division entre les personnes immigrées, les personnes sans papier et les personnes racisées. Au contraire, pour nous, c'est une lutte en commun qui nécessite d'être menée au même titre d'égalité. Et d'ailleurs, on a un document qu'on appelle le mémorandum qui regroupe près de 100 recommandations qui ont été faites et qui ont été envoyées à tous les gouvernements belges. Et une partie de ce mémorandum concerne aussi les personnes sans papier et on a émis une série de... on a fait des études et des recherches pour montrer comment en fait cette catégorie de la population était criminalisée et donc était victime de racisme proprement parlé. Et on a émis des recommandations pour justement pousser les gouvernements à prendre des mesures et des actions pour décriminaliser ces immigrants et arrêter de les déshumaniser et donc ainsi lutter contre le racisme. Enfin, Mondou en a parlé et c'est aussi une chose contre laquelle nous on insiste et pour laquelle on lutte vraiment fermement au quotidien. Donc on ne fait vraiment pas de division et comme j'ai dit, on regroupe vraiment 65 organisations qui ont toutes leurs luttes mais on a réussi quand même à trouver un point commun qui est la lutte antiraciste. Alors forcément, on n'est pas toujours d'accord sur tout, c'est normal, 65 organisations, mais on est d'accord sur le fait que la Belgique doit absolument adopter ce plan antiracisme. Et puis concernant votre question sur le racisme structurel et systémique, en fait, le problème de la Belgique, et je dirais le problème que je vois dans beaucoup de pays, et beaucoup de personnes qui se disent militantes antiracistes et qui se disent antiracistes, c'est qu'ils s'arrêtent à la dimension interindividuelle. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent au fait que moi je vais te traiter de sale noir ou de sale blanc et ils pensent que c'est ça le racisme. Non, c'est pas ça le racisme. Le racisme, c'est un système qui a été mis en place pour dominer plusieurs catégories de la population au bénéfice d'une certaine autre. Et il faut arrêter de se le cacher. Si je dis à une personne sale noire, forcément, ça peut découler du racisme. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a différentes catégories dans la société et en fonction de votre place dans cette catégorie, vous allez soit avoir des avantages, soit avoir systématiquement des blocages pour avoir droit pas à des privilèges, mais tout simplement pour avoir vos droits humains fondamentaux. Et c'est ça le racisme structurel. C'est vraiment un système qui traverse tous les pans de la société et qui va donner des avantages à certaines catégories de la population au détriment d'autres personnes. Et c'est pour ça notamment que nous, au sein de la coalition NAPAR, on estime que le racisme anti-blanc n'existe pas. Parce que lorsqu'on regarde les origines du racisme, on sait très bien que le racisme anti-blanc ne peut pas exister. Enfin, allez, honnêtement, on ne peut pas dire que le racisme anti-blanc peut exister lorsqu'on connaît les origines du racisme et lorsqu'on sait
pourquoi ce système a été créé de toutes pièces pour déshumaniser en fait une partie du monde au bénéfice d'une autre. Et voilà, c'est ça le racisme structurel. Et donc NAPAR a choisi comme stratégie d'action plutôt le plaidoyer. Donc tu disais, vous parcourez tous les gouvernements depuis 3 ans et demi maintenant. Vous arrivez à quelle conclusion? Est-ce que vous avez réussi à faire bouger les lignes? On a réussi à faire bouger les lignes parce que ça fait 4 ans qu'on travaille quand même sur ces questions. Notre mémorandum a été accueilli par une partie des gouvernements et d'ailleurs pour le plan interfédéral sur lequel le gouvernement fédéral est en train de travailler, pour le plan contre le racisme, il faut savoir qu'une grosse partie des actions qui sont dans le plan sont notamment tirées des recommandations de ce mémorandum sur lequel on a travaillé. On a choisi le plaidoyer comme première action, comme action principale, mais maintenant, depuis 2021, la Commission européenne nous a financé à travers un projet qui s'appelle Move for NAPAR et a débloqué une grosse somme d'argent pour aider la coalition en fait, à mener à bien son objectif. Et à travers ce projet, on mène d'autres actions autres que le plaidoyer. Et là, notamment, on est en train de faire une campagne nationale de lutte contre le racisme sur les réseaux sociaux. On fait des activités, des ateliers, des petites formations, des conférences. Donc on essaie un petit peu d'élargir notre spectre de lutte. Mais effectivement, notre premier champ d'action, c'est le plaidoyer. Et notamment dans le cadre de ce plaidoyer, on accompagne différents gouvernements, notamment le gouvernement fédéral et la ministre compétente pour l'égalité des chances, que vous connaissez normalement, Sarah Schlitz, dans son travail de présidence actuellement sur cette conférence interministérielle et donc sur ce plan de lutte antiraciste. Est-ce qu'on a vu des grosses avancées? Je dirais que le fait qu'on travaille déjà sur un plan qui, si Dieu le veut, un jour viendra à son terme, le fait qu'on soit en train de travailler dessus est déjà une grosse avancée parce que avant, ces questions n'entraient même pas au Parlement. Avant, ces questions n'entraient même pas au gouvernement. C'était vraiment tu. Aujourd'hui, on arrive à en parler, même si c'est vraiment très dur pour certaines personnes d'admettre que nous vivons dans un pays raciste. On arrive quand même à mettre ces questions sur la table. C'est pas facile, mais il y a des petites avancées et il faut s'accrocher. Alors vous avez eu des réactions assez vives de certaines organisations qui se considèrent antiracistes. Est-ce que tu pourrais en parler? Quelles sont les critiques qui ont été émises contre les revendications de NAPAR? Mais le fait est qu'en fait, quand on fait du plaidoyer, c'est un travail assez invisible. C'est-à-dire que ce n'est pas un travail qui se voit comme lorsqu'on est actif, lorsqu'on fait des manifestations, des formations sur les réseaux sociaux. Nous, on travaille avec les politiciens dans les cabinets et ces personnes, ce sont des personnes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Et donc forcément, on ne voit pas forcément notre travail. On ne le met pas, on ne l'a pas forcément toujours mis en avant. Et donc, la principale reproche qui nous est faite, c'est que nous ne sommes pas assez radicaux et nous n'avançons pas suffisamment vite. Mais voilà, c'est le reproche qui nous est fait. Je ne pensais pas spécialement à ces reproches-là, mais plutôt à la question sur l'antiracisme intersectionnel qui est mal vécu et sur la revendication sur les services publics inclusifs, ce débat-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous, c'est vrai qu'on a une certaine lecture, l'intersectionnalité en fait partie, et de ce fait, certaines positions on défend certaines positions comme notamment la possibilité, le droit, tout simplement, de porter le foulard dans les administrations publiques et de laisser les femmes porter ce qu'elles veulent porter. Tout le monde dans la lutte antiraciste n'est pas d'accord sur ces questions. Que dire? C'est grave. Mais voilà, nous on est clair sur le fait que notre lecture est intersectionnelle et le port du voile
fait partie des choses que nous revendiquons et que nous essayons d'intégrer dans les fameuses actions qui devraient se retrouver dans le plan. Et alors tu t'es présentée comme une féministe radicale décoloniale. C'est quoi pour toi l'antiracisme décolonial? L'antiracisme décolonial, c'est un antiracisme qui reconnaît qu'une, je dis bien une, et pas toutes, une des origines du racisme peut notamment découler de la colonisation. Et que nous ne vivons pas réellement dans des pays qui sont décolonisés. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent qu'une fois que l'administration coloniale est partie du pays qui l'a colonisé, c'est fini, tout redevient normal. Normalement, comme si de rien n'était. Alors qu'il y a encore énormément de pays qui sont colonisés actuellement. Et nous vivons dans une ère post-coloniale avec des conséquences qu'on peut encore voir aujourd'hui, des conséquences de la colonisation qui continuent malheureusement à avoir des effets et des impacts négatifs pour certaines parties de la population et des impacts positifs dont certaines parties de la population tirent des avantages incommensurables. Donc voilà. Alors il y a eu, suite à la manifestation Black Lives Matter, une commission qui s'est réunie au gouvernement bruxellois pour discuter de ce qu'ils allaient faire au niveau de la décolonisation de l'espace public. Ils sont arrivés à la conclusion que Léopold II sur son cheval, celui-là on va l'enlever, mais tout le reste on va garder. Est-ce que tu as une opinion sur le résultat des propositions de cette commission? Le fait est qu'en fait, tout le monde n'est pas d'accord sur la nécessité de décoloniser l'espace public. Cette nécessité vient du fait que l'espace public reflète en fait la société dans laquelle nous vivons. Quand vous voulez que des populations se sentent chez elles et se sentent, on va dire, en droit de vivre en paix, forcément, quand elles sortent dans la rue et qu'elles voient des statues qui glorifient des personnes qui ont commis des crimes contre l'humanité et qui rappellent les violences donc, qu'elles ont vécues, que ce soit directement ou indirectement à travers leur histoire, leurs ancêtres, c'est violent. C'est violent, c'est comme être une femme et sortir dans la rue et se rendre compte que la rue, enfin l'espace public a été créé en fait uniquement pour les hommes à la base et qu'en fait en tant que femme, on n'est pas encore suffisamment les bienvenus dans la rue. Il n'y a que 6% des noms de rue en Belgique qui portent des noms de femmes. Enfin voilà, c'est pour dire que l'espace public appartient à tout le monde et doit refléter cette diversité. C'est pour ça qu'on parle d'une nécessité de décoloniser l'espace public. Mais après, est-ce que décoloniser et enlever les statues et changer les noms de rue, ça va changer quelque chose si derrière ça, il n'y a pas d'éducation et il n'y a pas une réelle information du public? Non, ça ne va rien changer. Il faut que ça se soit mené de pair, en fait. Mais tant que ce ne sera pas reconnu, tant qu'on ne reconnaîtra pas que c'est nécessaire de décoloniser l'espace public au même titre que le féminiser, on sera toujours face à des propositions absolument superficielles. Et peut-être aussi une dernière question sur féminisme et antiracisme. Est-ce que ça matche facilement ou pas avec d'autres collectifs à Bruxelles? Bien sûr, ça match. Vous avez devant vous une femme noire. Moi, je ne peux pas délier mes deux identités. Je suis une femme et je suis noire et donc racisée. Ce sont des luttes, comme je dis, qu'il faut mener en commun. Ça n'a pas de sens de les hiérarchiser. On vit dans une matrix de domination. Et quand on dit qu'on veut lutter contre l'égalité, ça ne sert à rien de faire des hiérarchies en fait de lutte et de dire que voilà le racisme prime sur le féminisme. Moi, je vis les deux au quotidien et je ne fais pas primer l'un sur l'autre. Et c'est cette position aussi qu'on a dans ma part. Mais ma question était surtout sur le fait que certains mouvements féministes décrient l'afroféminisme, par exemple. Comme ils peuvent aussi décrier que le féminisme musulman n'existerait pas. Oui. Mais, donc, ouais. Le problème, c'est que les mouvements féministes qui sont souvent mis en avant, ce sont des mouvements féministes blancs. Et
que ce soit dans la lutte antiraciste ou dans la lutte féministe, il y a des mécanismes de domination qui se reproduisent. Et c'est le cas dans certains mouvements de féministes blanches. L'année passée, lorsqu'il y a eu la marche durant le 8 mars pour les droits des femmes, certaines féministes blanches ont appelé la police pour dénoncer et pour enlever en fait de la manifestation des afroféministes. C'est un mécanisme de domination vis-à-vis de ces femmes, et c'est pour ça que certaines féministes blanches aujourd'hui ont encore du mal à reconnaître ces mouvements féministes, afroféministes, féminisme musulman, qui sont là juste pour rappeler que nous sommes des femmes au pluriel, et que si on veut être féministe, on doit prendre toutes les femmes en compte en fait. Et que vous ne pouvez pas vous dire féministe sans prendre en compte les femmes noires, sans prendre en compte les femmes musulmanes, sans prendre en compte les femmes trans, sans prendre en compte toutes les catégories de femmes, tout simplement. Pour ceux qui n'étaient pas au courant de l'histoire, si mes souvenirs sont bons, c'est surtout que les collectifs des femmes sans papier et les femmes racisées voulaient être au début du cortège, et que c'est ça qui a été refusé. Hein. Oui, c'est ça. Et donc il y a eu une division comme ça, mais qui a payé le prix, ce sont les féministes racisées, ce ne sont pas les féministes blanches. En arrivant ici aujourd'hui, un camarade à vous, il m'a fait passer par le parc du cinquantenaire, c'est ça? J'avais même pas le café dans le bide, faut accuser le coup, hein. C'est incroyable, c'est d'une violence symbolique, cet hommage à ce tortionnaire, et puis, comme tu dis, l'éloge faite à ceux et celles qui ont mis en esclavagisme les peuples de manière générale, le peuple congolais en particulier. C'est d'une violence inouïe, et il me disait, je ne sais pas, enfin, vous pouvez dire, mais y compris dans les livres scolaires, on ne retrace pas l'histoire coloniale comme on devrait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt selon ce que font les enseignants, etc. Et c'est d'une violence incroyable, et c'est vrai qu'on a envie de dire qu'il y a une culture du racisme colonial encore aujourd'hui, de par le regard qu'on porte justement sur la colonisation, et pas simplement sur les statues, sur les monuments. Et il se trouve, par le hasard des choses, je suis aussi passé, mais franchement, je n'ai pas fait exprès, mais par Léopold sur son cheval, encore une fois. C'est franchement incroyable, et je pense que je suis d'accord avec ce qu'a dit Maggie, quand bien même il y aurait une sorte de retour là-dessus. S'il est institutionnalisé, ça craint un peu. Peut-être qu'il faut vaut mieux que ça vienne des militants et des militantes elles-mêmes pour débaptiser ce genre de lieu, comme on fait parfois nous en France, où on fait des balades décoloniales, comme on dit, et on rebaptise les rues, on rebaptise les places, les endroits, pour se les réapproprier avec nos propres héros de la décolonisation, nos propres figures à nous. Mais derrière ça, pour nous, il y a quelque chose qui est fondamental, mais ça a été dit ici par Modour et Maggie, c'est qu'il ne peut pas y avoir de lutte antiraciste sans les premières concernées, à deux niveaux. Bon. Le premier niveau, ça a été beaucoup développé par Modour. Dans l'essentiel des luttes des sans-papiers, il y a l'exigence d'égalité. On veut vivre à égalité de droit, donc on demande à être reconnu en tant que travailleur, travailleuse, à être reconnu y compris en tant que patient, patiente quand on va accéder aux soins médicaux, être reconnu à égalité de droit. Et quand on va être reconnu à égalité de droit, c'est pas très loin de ce que tu disais aussi Maggie avec, si j'ai bien compris, les sortes de plaidoyer, c'est s'adresser de manière verticale à ceux et celles qui nous gouvernent. C'est eux qui font les lois et qui défendent parfois nos droits, et donc il y a une sorte de verticalité comme ça qui s'impose, et ça fait partie des luttes antiracistes. Et en France comme ici, on n'y échappe pas. Il y a eu notamment en 1983, vous savez, une grande marche de l'égalité et contre le racisme, qui est vraiment un grand tournant en France dans les luttes antiracistes, où, suite à des violences policières en particulier, mais aussi à des questions de logement, de mal logement, il y a des jeunes de la banlieue de Lyon, avec un courant très fort aussi protestant, qui se sont mis en marche et qui sont arrivés sur Paris très massivement, avec cette idée d'égalité des droits. Et quand on dit égalité des droits, très concrètement à l'époque, en 1981, il y a le Parti Socialiste qui arrive au pouvoir, avec d'ailleurs, ils ne s'étaient pas trompés, ils avaient comme nom
le parti de l'égalité, ils sentaient bien que c'était un truc très porteur. Et cette délégation de militants, de militantes qui viennent des quartiers populaires, d'Arabes, de Noirs, qui demandent l'égalité, vont être reçus par Mitterrand, le président à l'époque, et ils vont gagner, entre guillemets, la carte de 10 ans. Bon. Soit dit en passant, parce qu'il y a une tradition si internationaliste quand on est antiraciste, ça va souvent et ça doit aller ensemble, on leur a dit, si vous voulez rentrer à l'Élysée, il va falloir enlever vos écharpes palestiniennes. Bon, je ne sais pas comment vous dire, mais l'écharpe palestinienne, pour certains, certaines, c'est une deuxième peau. Tu l'enlèves, tu les mets à poil. Bon. C'est compliqué. Alors, indépendamment de ça, cette idée d'égalité, d'exiger les droits de manière verticale, c'est fondamental. Mais il y a un deuxième niveau qui est encore, selon nous, plus important, et qui est peut-être de plus en plus d'actualité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existait pas à l'époque. Au-delà de l'égalité, ou à côté de l'égalité, ou avec l'égalité, il y a l'exigence de la dignité. Et la dignité, c'est pas pareil. La dignité, c'est pas pareil et c'est fondamental. La dignité, on n'est plus dans un rapport de verticalité. La dignité, c'est quand on se retrouve dans un entre-soi de ceux et celles qui sont victimes du racisme, et on se regarde, cette fois-ci, à égalité, en horizontalité de regard, et on se retrouve là, enfin, reconnu dans sa dignité humaine à part entière. Et quand les sans-papiers, comme disait Maudour, disent ils vont occuper un lieu commun, bien évidemment, il y a la visibilité à l'extérieur, mais il y a l'action des sans-papiers entre eux, la force que ça donne de se retrouver dans un entre-soi où on gagne en dignité très fortement. Et la dignité, c'est le moteur de l'égalité. Pour passer de l'égalité même, on le dit très clairement, en France, on en est à la... On parle de racisés, parfois on parle de, ça a été dit, de descendants de l'immigration. Nous, on dit même les héritiers de l'immigration, parce que c'est un héritage magnifique d'être héritier de l'immigration. Les héritiers de l'immigration, on en est maintenant à la 4e génération. Ils sont français depuis la nuit des temps, c'est un truc de dingue. Ils sont français, mais enfin, ils sont français. Il n'y a pas photo, ils sont français de papier, comme diraient certains, les plus fachos et les plus réacs qui existent, mais de fait, ils sont français. Mais il n'y a toujours pas d'égalité effective. Il y a l'égalité en droit, mais il n'y a pas d'égalité effective. Il y a de l'égalité sur les papiers, mais il n'y a pas d'égalité dans la réalité, au quotidien. Et ça, ce n'est pas la peine de chercher midi à 14h. Il y a des enquêtes, franchement, qui ont été menées, par exemple, l'Institut Montaigne, c'est un truc, franchement, très droitier. Hein. Ce n'est pas les gauchistes de ouf, hein. C'est un truc très tranquille. Avant 2015, avant 2015, qui ont fait une enquête extrêmement poussée, bien fouillée, bien foutue, où ils ont voulu voir comment les musulmans et les musulmanes étaient discriminés d'un point de vue racial, raciste, en France. Bon. Eh bien, c'est simple, le résultat est flagrant. Les musulmans et les musulmanes en France sont plus discriminés à l'emploi que ne le sont les Noirs aux États-Unis. La discrimination des Noirs aux États-Unis, c'est une machine de guerre. Hein. C'est un truc, bon, ça fonctionne très bien depuis la nuit des temps, ça fonctionne même très très bien. Eh bien, de fait, le fait d'être français, entre guillemets, hein, c'est-à-dire avoir des papiers français, ne se traduit pas par l'égalité effective. Eh bien, pour passer de l'égalité de droit à l'égalité effective, entre les deux, il y a la dignité. Et la dignité, c'est quoi? C'est se retrouver dans un entre-soi, où on prend la force, et pour pouvoir transformer ensuite l'essai. Dans une déclinaison de ça, dans le cadre des violences policières, on a en France environ 15-20 morts, ça dépend, dans les mains de la police. À chaque fois, il s'agit, bien évidemment, quand on regarde ce dont il s'agit, ce sont des morts qui ont lieu bien souvent au détour de contrôles de papier. On peut dire qu'un quart des décès en France, c'est suite à un contrôle de papier. Des contrôles de papier qui sont des cérémonies de dégradation, comme dit Emmanuel Blanchard. C'est-à-dire qu'en fait, ces contrôles de papier, je ne sais pas comment ça se passe ici, si les flics contrôlent régulièrement les papiers des gens, etc. Mais c'est quelque chose d'extrêmement violent. Extrêmement violent, et d'autant plus violent que la justice permet ça. Je reviendrai sur mon propos que j'ai commencé, mais j'ouvre une parenthèse. On a gagné contre l'État français, il a été condamné par la Cour de cassation pour contrôle au faciès. Ce n'est pas les flics qui ont été condamnés, c'est l'État français. Mais le juge de cassation, en même temps qu'il condamne l'État français, où il dit oui, clairement il y a eu des contrôles au faciès, c'est clair, et on n'a pas le droit, donc on condamne l'État français, le même juge dit en même temps, ceci dit, la police a le droit de contrôler les gens
dans des territoires où il est connu de manière vraiment notable qu'il y a des raisons de contrôler, il y a de la délinquance ou il y a des infractions diverses et variées. Autrement dit, le juge, ce faisant, il territorialise comme ça la France. Il y a les territoires où les flics peuvent contrôler, pouvoir discrétionnaire absolu, et les endroits où ils peuvent ne pas contrôler, moins contrôler. Et évidemment, là où ils vont contrôler là où vivent les Arabes et les Noirs, puisque, comme j'imagine ici, enfin on me l'a dit régulièrement, il y a une ségrégation spatiale par le fric. Hein. Les riches habitent à certains endroits, les pauvres à d'autres, mais il y a aussi et surtout une ségrégation raciale. Bon. En Belgique, c'est vrai, à Bruxelles, c'est vrai, il y a des quartiers d'Arabes, de Noirs, de Marocains, je ne sais pas comment ça peut se décliner. Eh bien, il y a aussi des ségrégations aussi raciales en France. Eh bien, dans ces zones de ségrégation raciale, il y a beaucoup plus de contrôle de flics. Et comme il y a beaucoup plus de contrôle de flics, d'autres études ont montré, cette fois-ci par des personnes, des sociologues qui ont bossé sur des dizaines de milliers de cas, très clairement, quand on est né à l'étranger, c'est très difficile de dire quand on est français d'origine arabe, parce qu'il n'y a pas de statistiques ethniques en France, je ne sais pas s'il y en a en Belgique non plus, donc ce n'est pas les pays anglo-saxons, donc c'est bien pour cacher le racisme, ça. Hein. On pourrait peut-être en parler, mais nous on demande des statistiques ethniques pour mettre en avant le racisme qui existe. Eh bien, en tous les cas, quand on est né à l'étranger, on a 6 à 8 fois plus de paraître devant le juge en comparution immédiate ou d'être mis en détention provisoire. Or, quand tu arrives devant le juge en comparution immédiate ou en détention provisoire, tu as 8 fois plus de risque de faire de la prison pour les mêmes faits constatés. Tant et si bien que quand tu es arabe et noir, tu as beaucoup plus de chances de faire de la tôle que les blancs pour les mêmes faits. Et là, tu as un phénomène de prophétie autoréalisatrice où les flics, le flic de base, plutôt con, qui dit « on a bien fait, on a raison de contrôler les arabes et les noirs », la preuve, il y en a plein en prison. Et évidemment, tout ça s'entretient. Et puis après, tu as Zemmour qui dit, oui, évidemment, il y a plein d'Arabes et de Noirs en prison, ce à quoi d'autres rétorquent plus. C'est vrai, il y a même plein de Noirs dans les prisons américaines, mais pour une raison simple, c'est que c'est eux qu'on va chercher, c'est eux qu'on emprisonne, c'est eux qu'on contrôle, qu'on surcontrôle, jusqu'à trouver évidemment les moindres failles, tant et si bien qu'il y a une personne sur 12 aux États-Unis, noire, qui est passée, adulte, qui est passée en prison. Bon. Alors ça, c'est important, mais je reviens sur l'histoire de dignité. Face à ces violences policières, il y a des rendez-vous qui sont magnifiques de tous les collectifs contre les violences policières. Vous connaissez bien sûr Adama Traoré, bien sûr, évidemment, qui a été fait, mais il y en a plein d'autres, je vous assure, et parfois qui n'ont pas pris la lumière, et tous les collectifs s'entraident entre eux. Je le dis pour le collectif Adama Traoré, je le dis pour le collectif Amin Bentounsi. Vous savez ce que font ces collectifs? Quand il y a un mort quelque part, on le sait, et même les anciens du MIB, qui sont des militants de la première heure contre les violences policières, ils se déplacent dans la ville en question et ils disent des choses du type surtout, ne récupérez pas le corps, ne le touchez pas avec vos mains, attendez l'expertise médicale, voici tel et tel baveux des avocats qu'on peut vous donner, un ensemble de conseils qui font que les collectifs se montent dans un cadre de solidarité. Et c'est juste magnifique. Et ces collectifs-là qui se montent se donnent régulièrement des dates de rendez-vous anniversaires pour rendre un hommage au frère ou à la sœur, au cousin, à la cousine qui est décédée. Et dans ces moments-là, quand on se retrouve, c'est pas pour dire allez la police, soyez moins racistes, plus de droits, etc. Ce sont des moments où on se retrouve entre nous, où on prend de la force dans la dignité. Et la dignité, c'est vraiment très important dans ces affaires-là. Et cette dignité, faut pas se vexer quand on est blanc. Elle va se passer nécessairement dans un entre-soi de ceux et celles qui sont victimes du racisme, pour pouvoir prendre des forces, de la confiance, etc. Mais évidemment, il y a la stratégie ensuite des alliances, ça a été dit ici, comment est-ce qu'on fait pour s'allier. Je crois que Modour, tout à l'heure, a donné un très bon exemple, donc, quand il a appelé ce qu'il a appelé le collectif Y'en a marre, là, que tu as dit, où vous allez chercher des blancs pour combattre ce qu'on appelle le racisme de guichet. Le racisme de guichet, c'est un racisme qui est dingue. Il y a le racisme institutionnel, structurel qui arrive du haut vers le bas, dont tu as parlé à juste titre, c'est un racisme d'État du pays. Mais le racisme de guichet, il existe d'autant plus d'ailleurs qu'il y a ce racisme-là, mais par exemple en France, en 1976, pendant à peu près 15 ans, jusqu'en 80. Non, oui, 81 moins 15, 71, 1966, voilà, il y a Matou dans la salle, on l'a reconnu, il a fait maths sup, maths spé, bon. Alors, de 66 à 81, quand on arrivait d'Algérie, les Algériens étaient parqués dans des hangars par la police,
en fonction de est-ce qu'ils étaient une main-d'œuvre corvéable ou pas. Et donc pendant 2-3 jours, soit après ils passaient dans la main-d'œuvre, soit ils étaient renvoyés au bled. C'était un hangar de flics totalement interdit, totalement une prison qui n'existait que par eux, que pour eux. Eh bien, c'est en 1980, 15 ans plus tard, que cette rétention administrative va rentrer dans la loi. La rétention administrative, les fameux centres de rétention administrative, les CRA. Je ne sais pas si ici il y a des centres de rétention administrative aussi en Belgique. Beaucoup mieux. Des centres fermés, mais c'est autre chose. En tous les cas, c'est un endroit où on peut mettre des sans-papiers, sans-papiers enfermés jusqu'à ce qu'ils passent devant le juge avant de les expulser, etc. En tout cas, c'est comme ça en France, on peut dire à peu près. Eh bien, ces centres de rétention administrative ont été inventés par les flics avant même que ça existe dans la loi. Pour dire que le racisme de guichet, le racisme policier n'est pas sans lien avec en même temps le racisme institutionnel, et tout ça, ça match très très bien. Alors, ces moments de dignité, ils sont énormes, et je voudrais vous donner un troisième moment de dignité qui est très important. Donc, il y en a plusieurs. Et là, il va falloir se le mettre dans la tête. On est antiraciste, on fait des manifs, etc. Bon, très bien. Il faut le faire. Et puis, des fois, il y a des révoltes dans les quartiers populaires. Il y en a un ou une qui tombe parmi nous. Par exemple, en 2005, qui meurt dans les mains de la police, d'accord, électrocuté, d'accord, Clichy-sous-Bois, on est en 2005, c'est le moment du ramadan, ces deux jeunes voulaient vite rentrer à la maison après le foot, parce que vous savez, un contrôle de policier, il est 19h, tu vas manger, c'est le ramadan, et ils sentent bien que ça va partir en vrille, donc ils se mettent à courir. Ils reviennent du sport, ils ont leur sac de sport. Et ils ont les flics derrière eux, ils finissent dans un transformateur et ils vont finir morts, électrocutés tous les deux, avec un troisième qui sera fortement blessé. Dans cette ville-là, à Clichy-sous-Bois, la lumière s'est éteinte à ce moment-là. La lumière, elle s'est éteinte. Pour moi, ce n'est pas un symbole comme ça. La lumière, elle s'est éteinte parce que, bien sûr, ils étaient électrocutés. On peut l'expliquer, bien sûr, d'un point de vue électrique. Mais la lumière qui s'est éteinte dans ce quartier, dans cette ville, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça voulait dire que nos vies s'éteignent comme ça régulièrement. Et aussitôt, on a mis de la lumière. Et ce sont les jeunes et les moins jeunes qui d'ailleurs se sont révoltés. Certains ensuite ont fini à Air France en train de déchirer des chemises de patrons d'Air France pour vous dire qu'on est capable de garder comme ça des bons réflexes. Et je ne donnerai pas les blases, mais je peux vous dire que ça forme parfois des bons syndicalistes par la suite. Eh bien, il y a eu des révoltes et il y a eu des flammes. Il y a eu des révoltes dans les quartiers populaires. Et ces révoltes dans les quartiers populaires, ce sont des élans de dignité. Parce que ça brûle ici, ça brûle là, vous n'imaginez pas l'ambiance. Enfin, tu peux l'imaginer. Mais ceux et celles qui aspirent à la révolution, on peut dire un truc. Ceux et celles qui s'emplâtent le bras armé de l'État, et en l'occurrence, ce sont les jeunes et les moins jeunes dans les quartiers populaires qui sont capables de s'affronter. Et ça veut dire qu'il faut l'intégrer, ça fait partie du mouvement ouvrier, ça fait partie des révoltes, ça fait partie du mouvement social. On ne peut pas dire que c'est à côté parce qu'on n'a pas collé des affiches, on n'a pas distribué des tracts avant de cramer quelques bagnoles. Voilà, hein, je lui dis comme ça, et je lui dis d'ailleurs avec une pensée très profonde pour un camarade à nous qui est parti maintenant, qui s'appelle Alain Créville, qui avait toujours des blagues à raconter, des anecdotes tout le temps, et ils ont fait leur mai 68, donc eux, ça cramait, il n'y a pas de problème. Hein. Quand ça crame à certains endroits, c'est bon, à d'autres endroits, c'est moins bon, etc. Alors j'entends certains qui vont dire, oui, mais attention, on ne crame pas la voiture du voisin quand même. Oui, c'est vrai, sur le fond, c'est vrai, voilà, bon, il y a des trucs. Mais justement, Alain racontait, parmi toutes ces anecdotes, qu'il y en avait un parmi eux qui cramait les bagnoles à tour de bras, et il crame une bagnole, et puis il dit, ah merde, c'est la mienne. Bon, alors... Pour vous dire que c'était toujours pas très bien coordonné tout ça, très bien organisé, ça s'appelle des révoltes, parfois ça part en vrille, on contrôle pas bien, voilà, bon, c'était un peu le bordel, mais ça fait partie de notre histoire. Et tant qu'on estime, tant qu'on considère que les luttes des Arabes, des Noirs, des migrants, des sans-papiers, des Tziganes, des musulmans, des musulmanes, sont des luttes entièrement à part de l'ensemble des autres luttes sociales, on va pas y arriver. Au contraire, moi j'en fais partie, mais beaucoup d'autres, on pense que ces luttes contre le racisme, elles sont même fondamentales pour l'ensemble des autres luttes sociales. Et si on n'est pas là à ces rendez-vous-là, eh bien très concrètement, c'est un ensemble de recul du mouvement ouvrier auquel on va assister. Et c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Si aujourd'hui il y a fascisation en France, et sans doute dans certains pays, fascisation comme le définissent Saïd Bouamama, Ugo Paletta, Ludivine Bantini et beaucoup de choses, fascisation dans le sens où on montre du doigt certaines catégories de la population, un autoritarisme policier qui augmente, un creusement des inégalités par un néolibéralisme exacerbé, c'est-à-dire une sorte de fric qui va au fric tout le temps, etc., etc. Bref, eh bien, ce phénomène de fascisation existe parce que le racisme est particulièrement structurel, et notamment l'islamophobie. Le racisme anti-musulman,
Parce que certains, ça leur écorche, ça leur fait mal à la gueule quand ils disent islamophobie. Voilà. Ils n'aiment pas le terme. Voilà. Ils ont dit, on a le droit d'être islamophobe. Non, tu fermes ta gueule, tu n'as pas le droit d'être islamophobe. Parce que tu n'as pas le droit d'être non plus judéophobe, par exemple, pour dire très clairement les choses. Et mieux que ça, on ne va pas enlever ceux et celles qui sont victimes d'un racisme, leur enlever les noms, les mots avec lesquels ils veulent nommer ce propre racisme-là. Quand ceux et celles qui sont victimes d'homophobie, ils disent que c'est de l'homophobie, non, tu n'as pas le droit d'être homophobe, de la même manière que tu n'as pas le droit d'être islamophobe. Bon, voilà. Et donc cette islamophobie-là, aujourd'hui, bien évidemment qu'elle est d'État, qu'elle est structurelle. Nous, en France, avec ce qu'on appelle la loi séparatiste, qui montre du doigt certaines catégories de la population, mais pas seulement. Avec un principe, parce qu'en plus, la France, les rois de la laïcité, ils ont quand même osé s'immiscer dans l'islam et dans les principes de l'islam. Donc ils ont pondu très récemment les principes, ça va me revenir, mais enfin, en gros, c'est les principes de... la charte des principes de l'islam de France, la charte des principes de l'islam de France. Déjà, principe, moi j'explique à mes élèves que quand on vous dit que c'est par principe, les principes c'est la fin de la raison. Un principe c'est pas démontrable, c'est pas démontré. Quand on te dit c'est comme ça par principe, déjà, ça veut dire qu'en face de toi il n'y a pas d'argument. Bon, je le dis parce que des fois ils sont amenés à s'opposer parfois à leurs parents. Donc quand c'est par principe, il faut dire que ça ne fonctionne pas. Et donc les principes de l'islam, ça repose sur rien. Mais dans cette charte des principes de l'islam, l'article 9 dit ceux qui doivent signer cette charte, c'est-à-dire les imams qui doivent du coup pour faire leur imama et puis travailler dans les mosquées, etc., qui signent, l'article 9 dit il n'y a pas d'islamophobie d'État et si certains professent qu'il y aurait une islamophobie d'État, il faut savoir que ce sont ceux-là qui sont à l'origine de l'islamophobie. Et il y aurait uniquement un racisme anti-musulman qui viendrait de quelques franges de la population. Comme ça, tu vois, un truc très euphémisé. Eh bien, si tu voulais une démonstration de l'islamophobie d'État, c'est l'article 9 de cette charte. C'est quand l'État dit nous on est pour là. Voilà, c'est très bien, c'est comme ça, et tu n'as pas le droit de le dire. Voilà, ça c'est vraiment une déclinaison de cette islamophobie d'État. Alors, dans cette fascisation, voilà, je m'arrête là-dessus. Dans cette fascisation, il est important qu'on puisse intégrer l'ensemble des luttes antiracistes à l'ensemble de nos luttes si on veut avancer ensemble, dans le respect toujours des autonomies des premières concernées. Mais là-dessus, je ne développe pas parce que c'est acquis. Et si ça ne l'est pas, faut se mettre vite en face, quoi, voilà. Si on compare un peu la France par rapport à la Belgique, je pense que ça va être un peu compliqué. Parce que la possibilité qu'on a en France de pouvoir travailler avec les papiers d'autrui, on n'a pas cette possibilité ici en Belgique. D'autant plus que la majorité des collectifs français sont accompagnés aussi par les militants qui sont dans les syndicats aussi. Chaque fois qu'on voit qu'il y a un mouvement sans papier qui sort, on voit tous les syndiqués qui les accompagnent. Et malheureusement ici, quand on organise souvent ce type d'action, il y a une petite minorité quand même qui sont les syndiqués qui sortent en fait. Donc au niveau du travail, on a beau essayer, mais on ne peut pas être dans le même cadre. Parce que le fait, ici on travaille à titre personnel. Et en plus, pas avec le papier d'autrui. Sauf qu'en France, il y a cette possibilité qui facilite en fait plus les choses pour que les sans-papiers travailleurs puissent mieux s'organiser qu'ici en Belgique. Donc je pense que peut-être ça pourrait être une question que les syndicats qui sont en Belgique pourront se poser et essayer d'y travailler pour voir un peu. Je ne sais pas si c'est sur ça, mais comme je ne suis pas dans ce secteur-là, le 16 juin, il y a un appel de la première grève des femmes domestiques. Alors, je n'ai pas dit hommes domestiques parce qu'ils peuvent aussi faire grève, mais apparemment il n'y a pas beaucoup d'hommes domestiques. Et donc voilà, c'est à travers le travail de la CSC avec la Ligue des domestiques. Et donc plus largement, c'est la question aussi sur l'antisémitisme. Est-ce que dans Bonaparte, vous parliez de cette question-là, ce racisme-là ou pas? Alors concernant le fait que est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas, évidemment qu'on en parle. C'est peut-être pas évident pour vous parce que vous n'êtes pas dans le... Donc je dis évidemment on en parle. Mais non, on en parle et on fait plus qu'en parler. L'antisémitisme fait partie de nos recommandations, fait partie de nos luttes. Il y a plus de... Je pense qu'il y a près de 5 associations, si je ne me trompe pas, en Flandre et en Wallonie, des associations juives dans la coalition. Et nous, comme l'a dit Oumar,
notre lecture, c'est de laisser les premiers concernés parler. Donc, au même titre qu'on laisse les personnes sans papier parler pour leur situation, lorsqu'il s'agit de l'antisémitisme, on laisse les associations juives de la coalition NAPAR s'emparer du sujet et parler, puisqu'elles sont elles sont le mieux placées pour dire quel type de discrimination elles vivent et comment elles veulent qu'on les nomme et quelle place elles veulent qu'on lui laisse. Mais ce qui est clair pour nous, c'est qu'on ne doit pas dissocier la lutte contre l'antisémitisme et la lutte antiraciste, parce que, comme l'a dit Oumar, ça ne sert à rien de lutter séparément. Pour nous, on pense qu'au contraire, il faut mettre ça en commun et voir où est-ce qu'on peut trouver des champs de bataille communs pour ensuite lutter contre ces phénomènes qui certes sont différents parce que dans la réalité ils se démontrent de façon différente mais qui restent quand même profondément liés à l'histoire, à une histoire profondément raciste. Voilà, donc oui, on lutte contre l'antisémitisme dans la coalition, on plaide aussi pour des actions antisémites. Et alors, concernant les assises, alors, il faut savoir que pour les assises de lutte contre le racisme à Bruxelles, j'ai fait partie du comité de pilotage. Donc, j'ai fait partie des personnes qui ont été appelées pour... enfin, qui ont été appelées non, parce qu'en fait, personne de la société civile n'a été appelée. Aucune organisation juive n'a été appelée, certes, mais aucune organisation tout court, en fait, n'a été appelée à la base. Ils voulaient faire ça entre l'administration, entre le cabinet de Rachid Madran. Et voilà, nous, on a été mis au courant de ces assises et on s'est dit, bah, non, c'est pas possible, vous pouvez pas faire ça entre vous, en fait. Parce que vous devez laisser les premiers concernés en parler. Et surtout, si vous voulez mettre en place des actions sur le terrain, eh ben, parlez aux personnes qui travaillent sur le terrain, parce qu'il n'y a rien à dire, les politiciens, ils sont bien gentils, mais la réalité, ils ne la connaissent pas trop. Ils ne travaillent pas vraiment sur le terrain, en tout cas pas tous, la plupart. Et donc, c'est vrai, les associations juives n'avaient pas été appelées au départ, mais lorsqu'elles ont été appelées, elles ont eu la même place que tout le monde, et puis après, il s'est passé ce qui s'est passé, et elles ont estimé qu'elles avaient été bafouées, et c'est à elles, et c'est leur sentiment est légitime, c'est à elles d'estimer ou pas si elles ont été bafouées, mais le fait est que depuis le début, en tout cas lorsque la société civile a été intégrée, la place et la parole a été laissée à tout le monde. Omar, toi, donc il y a la question sur la police, donc est-ce qu'il y a des revendications par rapport au contrôle démocratique, par rapport à ce qu'il faut aux États-Unis, dans certaines villes, ils discutent de supprimer la police et de la remplacer par autre chose. Donc, est-ce qu'en France, on discute de ce thème-là? Et alors, la place de l'antisémitisme dans la lutte contre le racisme? De toute façon, les choses sont claires. Si des fois on n'avait pas compris le mode d'emploi, il suffit de regarder autour de soi. Dans cette période de fascisation, tout est ouvert. Tout est ouvert. Et dans cette hiérarchisation raciale, et tu as raison de dire que les Tziganes sont sans aucun doute aujourd'hui tout en bas de la hiérarchie raciale, c'est inviter le racisme anti-asiatique au détour du Covid, qui a explosé, qui existait avant, qui était un racisme amélioratif, qui est devenu maintenant un racisme péjoratif, mais de toute façon, que ce soit amélioratif ou péjoratif, ça consiste à faire de l'essentialisation, et donc c'est condamnable. Et l'antisémitisme a fortement réémergé, y compris au détour parfois de manifestations contre le pass vaccinal, où on a vu des pancartes, des banderoles réapparaître. Et dans cette période de fascisation, encore une fois, qu'on ne s'y trompe pas, c'est l'islamophobie qui est au bout du jour. Et alors l'islamophobie d'État, ça, il n'y a pas de débat là-dessus, mais rien ne nous met à l'abri de l'antisémitisme qui est capable de s'appuyer sur un antijudaïsme plusieurs fois séculaire, et puis de l'antisémitisme du 19e siècle, 20e siècle ensuite. Bon, donc, il y a nécessité évidemment de combattre toutes les formes de racisme, et même si ça ne relève pas aujourd'hui de l'antisémitisme d'État, en tous les cas tel que nous on peut le définir, ce n'est pas pour autant quelque chose qu'on doit écarter et minimiser, et surtout pas parce que, au contraire, on a nécessité de condamner l'ensemble des racismes, même si c'est tout à fait cohérent qu'on puisse parler de racisme d'État à certains moments et pas à d'autres, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faille minimiser l'antisémitisme, loin s'en faut. Par rapport à filmer la police, c'est un truc de dingue qui se passe en France.
il y a eu la loi sécurité globale. Tout le monde était dehors dans la rue. Les syndicats, les associations, tout ce qui se disait à peu près de gauche était là, voilà, contre la loi sécurité globale, notamment avec l'article 24 qui interdisait de filmer la police. Cet article 24 a été supprimé, mais est apparu quelques mois plus tard la loi séparatiste, enfin nous on appelle la loi séparatiste la loi anti-musulman, la loi qui montre du doigt les musulmans et les musulmanes, et dans cette loi, l'article 36 réintègre l'interdiction de filmer la police. Alors, tout le monde était vent debout contre la loi sécurité globale, et nous, quand on s'est retrouvés avec nos petits bras musclés pour manifester contre la loi séparatiste, il n'y avait plus personne. Quand je dis il n'y avait plus personne, quasiment plus. Y compris des organisations droits de l'homiste. Ceux qui, franchement, voilà, ne prennent pas trop de risques. Je ne parle pas du CCF qui avait été dissous entre-temps, Baraka City, etc. Donc, on s'est retrouvés très, très seuls contre la loi séparatiste. Et pourtant, il y avait dedans un article très controversé qui était celui de filmer la police. Or, dans les quartiers populaires, le dernier outil, nos camarades disent la dernière arme contre la police, c'est de pouvoir les filmer. Voilà. Et au point même où Ahmad Bentounsi, qui est une des militantes contre les violences policières, a créé avec d'autres militants et militantes l'Observatoire national des violences policières, l'ONVP. Vous voyez comment c'est fort. Quand les institutions ne sont pas au rendez-vous, ce sont ceux et celles qui vivent les violences qui créent les outils. L'Observatoire national des violences policières, et elle a créé, avec d'autres évidemment, une application qui s'appelle UVP, je crois, Urgence Violence Policière. Il suffit, dès que tu as une violence policière, tu cliques dessus, ça file, et en même temps que ça file, ça renvoie à une sorte de centralisation où a lieu la violence policière. On recontacte en retour avec un avocat, celui ou celle qui a filmé si besoin, etc. Bon bref, voilà. Et donc évidemment, il faut filmer la police, c'est fondamental, et ça nous a permis parfois de mettre en exergue un certain nombre de trucs. Alors maintenant, est-ce qu'il faut une police ou pas, camarades? Bien évidemment, je sais pas, il y a des apatistes qui sont passés ici, il y a des alternatives à la police. Pour nous, la police, elle joue un rôle qui relève de l'État bourgeois, c'est le bras armé pour asseoir les inégalités, donc évidemment, nous récusons cette police bourgeoise, mais par ailleurs, au-delà de la police, il faut le dire autrement, on a une police structurellement raciste, une police, aujourd'hui, on a eu une police des Noirs au moment de l'esclavagisme. On a eu une police des Tziganes au début du XXe siècle, anti-Tziganes, très claire, bon, avec un carnet anthropométrique, etc. On a eu une police des Juifs, on a eu une police des Arabes, qu'on appelait la BAV, la brigade anti-violence, qui a donné ensuite le terme de bavure, et qui est utilisé aujourd'hui, même si on sait ce que c'est qu'une bavure, mais le terme bavure policière vient de la BAV, la brigade anti-violence, qui a donné ensuite aussi la BAC, etc. On a une police des Arabes, des Noirs, des Juifs, des Tziganes. Bon, c'est bon, on sait que notre police, en tous les cas en France, elle est structurellement raciste historiquement parlant, et que, au-delà de son rôle par rapport à l'État bourgeois, c'est une police, évidemment, qui mériterait largement d'être déconstruite, pour dire les choses très clairement. Et par rapport à la question du défi face aux nouvelles générations, eh bien, le problème des défis qu'on a avec les nouvelles générations, c'est les anciennes générations. Le problème, c'est les vieux et les vieilles. Ça a été dit, le féminisme aujourd'hui décolonial, nous aussi, elles ont pris, dans les manifestations féministes, elles vont devant, bah oui, parce qu'on ne parle pas assez d'elles, etc., et c'est à juste titre. Bon, et bon, il y a les féministes qui ne comprennent pas ce que c'est que le port du foulard, qui ne comprennent pas ce que c'est que même d'être croyant, qui ne comprennent pas un certain nombre de choses, mais c'est pas grave, ça fait partie des luttes et des contradictions à notre camp social, et ils vont finir par comprendre avant qu'ils disparaissent. Et je rajouterai, Inch'Allah, sans provocation. Et tant que tu as la parole, tu t'es annoncé au début comme un militant antiraciste politique. C'est quoi l'antiracisme politique? Mais ça a été dit, franchement, par Maggie très bien, c'est que le racisme interindividuel, c'est un racisme, une approche très morale. Ça se base sur une sorte de peur anthropologique de la différence, et donc pour pouvoir la dépasser, il faut manger un peu de mafé de temps en temps, un peu de couscous, tu tapes le thé à la menthe, alhamdoulilah, tout va bien,
voilà, là, il y a un blanc de couleur Benetton, voilà, bon, la France black bomber au foot, voilà. Ça, tout ça, nous, on l'emmerde royalement, c'est fini, ça fait bien longtemps. D'ailleurs, nous, on aime bien la non-mixité, on aime bien quand on se retrouve entre nous, parce que Sartre le disait lui-même à l'endroit des Juifs, quand dans le période antisémite, les Juifs se retrouvent entre Juifs, c'est pas pour être Juifs parmi les Juifs, mais c'est pour être hommes parmi les hommes. Et cet entre-soi, c'est pas pour créer un truc complotiste à deux balles, c'est parfois nécessaire dans une période où le racisme frappe fortement. Et donc l'antiracisme politique, c'est autre chose, c'est exactement ce qu'a dit Maggie, c'est de dénoncer les mécanismes de racialisation qui existent au niveau de l'État et qui se diffractent au niveau des individus sous forme de racisation. La racialisation produit des racisés et elle produit en plus une échelle de racisés avec les noirs à certains endroits. Et quand on dit noirs ou arabes, musulmans, etc., ce sont des statuts politiques. C'est pas obligatoirement une couleur de peau. Voilà. Ça a été montré y compris par un sociologue qui s'appelle Didier Fassin, où quand il y a les flics interpellent dans les quartiers 3-4 noirs, et il y a un blanc parmi les 3-4 noirs, c'est le quartier, c'est la vie de quartier, il y a un blanc parmi les 3-4 noirs. Dans la perception des flics, le blanc, il est noir. Ben c'est comme ça. C'est pas une sorte de couleur de peau. Obama, au fur et à mesure qu'il montait dans les sondages, dans les premières présidentielles, il était perçu de plus en plus blanc, plus il se rapprochait des sphères de pouvoir. Et comme notre société est sexiste et patriarcale, c'est pareil pour les femmes. Plus elles s'approchent du pouvoir, et plus elles sont masculinisées dans la perception ambiante, parce que le pouvoir, nécessairement, est blanc, masculin, hétéro, etc., etc. Autrement dit, c'est vraiment... Par ailleurs, les Irlandais, Marx en parle, les Irlandais aussi qui vivent un racisme d'État au 19e siècle, on a vraiment, qu'on s'entende bien, ce sont des statuts politiques et nous, en tant qu'antiracistes politiques, nous dénonçons la structuration, la racialisation par l'État, par les institutions, ce fameux racisme institutionnel qui a été développé aux États-Unis fin des années 70, où deux sociologues, deux Africains-Américains, Hamilton et Carmichael, constatent que les lois racistes ont disparu aux États-Unis et pourtant les Noirs subissent toujours des discriminations raciales. Eh bien, voilà, ils vont mettre en exergue ce qu'on appelle le racisme institutionnel, c'est-à-dire un racisme sans intention, c'est le racisme des institutions sans intention, et ce racisme des institutions, eh bien, il est capable de tuer, de mettre en prison, de faire que tu as moins de droits que les autres, etc., etc. Et ça existe. Alors, le racisme institutionnel, on le retrouve à l'école, qu'on le veuille ou pas, il y a une ségrégation raciale, un tri racial dans nos écoles, mais il y a aussi une ségrégation raciale, un tri racial dans nos hôpitaux. Là où on a la main sur le cœur, on se dit, a priori dans les soins, eh bien non, y compris le secteur de la santé, on le sait, des études de Prestate, par exemple, ont montré très clairement que les femmes noires qui étaient enceintes, excuse-moi, mais voilà, c'est comme ça, c'est une étude, elles étaient déclenchées du point de vue de l'accouchement plutôt que les femmes blanches, parce qu'il circulait dans les écoles de médecine que les femmes noires arrivaient à terme plus tôt, et du coup, elles sont déclenchées plus rapidement avec des césariennes. Et ça, ce sont des pratiques médicales qui existaient. Par rapport au sida, la tuberculose, les maladies chroniques, le rapport aux patients noirs et arabes était différent. On leur faisait parfois même des dépistages VIH sans même leur donner leur avis. Pour eux, jamais de protocole innovant. Tout ça est très très bien renseigné dans le milieu médical. Je passe sur l'accès aux soins, je passe sur tout ça, et je passe sur le Covid. Le Covid a d'abord tuer des Noirs et des Arabes. C'est vrai en France, je pense que c'est vrai aussi ici. Concrètement, en France, aux États-Unis, c'est très bien renseigné parce qu'il y a les études ethniques qui le montrent. Mais en France, Solène Brun et Patrick Simon l'ont montré en utilisant des biais, et puis après même l'INSEE, les personnes d'Afrique subsaharienne noires, une surmortalité multipliée par 4 par rapport aux Blancs, par 3 pour les Asiatiques et par 2,5 pour les Maghrébins. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que le virus du Covid, il cherche le corps des Noirs et des Arabes. Ça veut dire que nos corps de racisés sont suffisamment fragilisés par nos conditions de vie, suffisamment affaiblis par nos conditions de vie, pour que le virus puisse s'y installer et pénétrer notre corps. Et donc, dans cette question de racisme, c'est très important de dire que dans cette racialisation, on prend nos corps. Nos corps sont pris par le système, comme des policiers prennent le corps et étouffent les corps. Nos corps sont pris réellement par le système, et du coup, s'approprier son propre corps, et ça fait partie de nos luttes antiracistes,
dans notre façon de nous habiller, de nous vêtir, d'apparaître et puis d'exister. Ça fait partie des luttes antiracistes, une forme de réappropriation de soi-même qui est exigée. Voilà. Et si je peux juste me permettre de rajouter ce dont tu as parlé dans le système médical, du fait que voilà, les femmes noires ont effectivement, quand elles sont enceintes et quand elles accouchent, 2 fois plus de chances de mourir à l'accouchement qu'une femme blanche. On appelle ça, et le fait que aussi dans le système médical, les personnes racisées sont moins prises au sérieux, leur douleur est moins considérée, on appelle ça le syndrome méditerranéen. Il y a plein d'études qui en parlent. Parce qu'ici on aime les études pour prouver qu'il y a du racisme, comme si on ne le voyait pas au quotidien dans les médias. Voilà, c'est le syndrome méditerranéen, c'est réel et ça tue. Et d'ailleurs, il y a des récentes études, notamment une qui a été faite par BIPAX, montrent également l'impact du racisme sur les femmes racisées, sur les femmes noires, qui crée un véritable syndrome post-traumatique au même titre qu'un événement tel que la guerre ou un viol. Ça crée ces mêmes symptômes chez les personnes qui sont victimes de racisme au quotidien. Et je ne sais pas si vous connaissez les syndromes post-traumatiques, mais c'est réel et vivre avec au quotidien, c'est handicapant. Et les médecins ne cessent de rappeler que le stress tue, le racisme tue. Voilà. Modou. Oui, moi je voulais juste répondre par rapport au défi, parce que je pense quand on parle de la question de la racialisation, quand on parle de la question de la pauvreté, quand on parle de la question de la violence policière, tous ces points se regroupent sur la personne sans papier en fait. Donc pour nous, le grand défi qu'on a, c'est comment mettre tous ces collectifs qui luttent contre tous ces problèmes sur la même table et pouvoir avoir le même mot d'ordre. Parce qu'on a besoin de soutien. Ce n'est pas juste un soutien qui est là pour dire « ok, je soutiens » pour participer à un truc, mais comment on peut organiser ensemble des actions qui peuvent être aussi favorables aux personnes sans papier qui subissent toutes ces conséquences en fait. Parce que, par exemple, si je me rappelle en 2020 par rapport au décès de George Floyd, la grosse manifestation qu'on a fait, pour nous, c'était une victoire de prendre la parole en tant que sans-papier sur une dizaine de milliers de sans-papiers. Et depuis, on dit comment on peut faire pour rassembler encore ce public. Récemment, on est en train de voir, par exemple, avec la diaspora qui est là, qui sont ignorants en fait. Parce que la question des sans-papiers, la majorité de ces personnes, peut-être, ils sont nés dans des familles où leurs grands-parents ou leurs parents ont les déjà subis, mais malheureusement, ils ne sont pas conscients ou bien ils ne sont pas bien informés de la situation des sans-papiers. Ou bien parfois, peut-être c'est une question de complicité ou bien des jeunes de discuter de la question. Récemment, on a organisé une rencontre avec Fania Noël, qui était venue ici en Belgique, et on l'a invité dans une occupation. Et il y avait toute la jeunesse africaine, je peux dire, qui était là. Et dans cette discussion, c'était une des points qui était vraiment focal. Vous êtes en communauté, vous devez vous soutenir. La question que vous étudiez, la question de la racialisation et autres, là, dans ce milieu, c'est un nid. Il y a une possibilité de voir comment relier toutes ces forces pour que vous puissiez aussi lutter tous ces problèmes que vous rencontrez tous les jours. Parce que la question du racisme, la question de la violence policière, ce n'est pas une lutte qui va se terminer en 2 ou 3 jours. Mais si, à la base, les concernés qui sont plus les sans-papiers, si on arrive à avoir un accord, on s'accorde sur des points qui sont très clairs et précis, je pense qu'il y a moyen quand même de dépasser des barrières. Et il y a moyen de faire face, de pouvoir avoir de vrais rapports de force. Parce que ce qu'on a besoin en fait. Parce que si on parle de rapports de force, on parle de dizaines de personnes, de vingtaines de personnes, non. Il faut des milliers de personnes dans la rue. Et à partir de ce moment qu'on peut mettre à genoux ce gouvernement. Parce qu'ils savent tout le temps ce qu'ils disent, ok, on va les laisser manifester, ils vont manifester pendant des heures, ils vont bouger, ils vont retourner dans leur nid. Mais s'ils voient bien qu'il y a un vrai rapport de force qui est là, et que toutes ces personnes qui sont là sont prêtes aussi à aller jusqu'au bout, je me dis qu'il y aura à un moment donné que ce gouvernement sera obligé de s'incliner et aussi de pouvoir écouter aussi les sans-papiers et d'écouter aussi leurs revendications pour qu'on puisse aussi
obtenir et acquitter aussi et avoir aussi un titre de vivre et un choix de vie comme pour tout un chacun et chacune. Et c'est ce que nous réclamons. Que c'est bien beau d'être présent, mais après, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire en fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces informations qui ont été données aujourd'hui? Est-ce qu'on sera prêt à aller dans les rues crier? Est-ce qu'on sera prêt à abandonner nos privilèges? Parce qu'on en a tous, bien qu'on soit racisé ou pas, on a tous des privilèges. Rien qu'être ici ce soir, c'est un privilège par exemple. Mais est-ce que vous êtes prêt dans votre position à abandonner vos privilèges lorsque d'autres personnes, comme par exemple les sans-papiers, auront besoin de vos privilèges, auront besoin que vous leur ouvriez des portes qui leur sont fermées? Voilà, moi c'est juste ce que je voudrais rajouter et laisser ces questions dans vos têtes. Marc? Je trouve que ce qu'a dit Maudour à la fin, juste avant, me semble important, c'est-à-dire que les sans-papiers, sans-papières concentrent un ensemble de problématiques qu'on a évoquées ici. Mais au-delà du fait que ça se cristallise dans le corps de chacune d'entre eux, ou dans la communauté, ou les communautés comme tu dis, d'un point de vue stratégique, et c'est vrai même pour la lutte antifasciste, c'est ce qui se passe actuellement en France. On ne lutte pas contre le fascisme dans les années 80 où on regardait que Le Pen et le Front National. Il y a un renouveau de l'antifascisme qui aujourd'hui intègre l'ensemble des problématiques qui a été soulevées ici, c'est-à-dire pas simplement les fachos, c'est limite du mouvement ouvrier, non, oui, bien sûr, mais aussi, il a le racisme comme moteur dans cette affaire-là, l'islamophobie en particulier, et ça passe entre autres par des outils tels que la police, des institutions telles que la police qui sont convoquées. Et donc, il y a nécessité aujourd'hui, quand on est antifasciste, et on doit l'être, parce que c'est à l'ordre du jour, qu'il faille articuler l'ensemble des luttes, et donc ça veut dire sortir de sa zone de confort. Je le dis, c'est pas un truc psychologique individuel, mais c'est collectif, de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire ne pas avoir simplement une lecture ouvriériste de la lutte des classes, point, moteur du monde, non? Oui, lutte des classes évidemment, mais il y a aussi la lutte des races, au sens où certaines races en prennent plein la gueule par rapport à d'autres, et donc ça veut dire cette question et tout ça peut très bien s'articuler si tant est qu'il y a le préalable qu'a dit Maggie, c'est-à-dire faire en sorte que par exemple les syndicats qui ne sont pas au rendez-vous d'une éventuelle grève des travailleurs sans papier, sans papières, par exemple, il y a la grève des femmes le 8 mars, il devrait sans aucun doute y avoir dans les paysages un travail des syndicats aussi bien en France qu'ailleurs pour soutenir les grèves des sans-papiers, parce que les sans-papiers ne peuvent pas faire grève tout seuls, ils peuvent évidemment, mais c'est mieux quand il y a une solidarité qui puisse s'afficher pour les raisons qu'a dit Maudou, c'est ils prennent 1000 fois plus de risques que tout le monde quand ils se mettent en grève, déjà perdre son travail, être reconnu par les flics, etc., etc. Alors qu'ils vivent une situation de précarité très très grande. Et donc, nos syndicats, nos partis politiques, si on en a, les structures associatives, culturelles, etc., doivent être suffisamment fortes pour à la fois se mettre au service des premières concernées, mais asseoir des radicalités, comme par exemple des mouvements de grève, et puis entendre tout ce qui relève du champ de l'antiracisme en général, et notamment de l'islamophobie, pour parler de points qui a été soulevé tout à l'heure. Voilà. Merci. En dernier mot, moi je dirais juste que ça ne soit pas juste des constats, mais que ça questionne plus par rapport à la situation actuelle, qu'on dise aussi qu'on a un certain pouvoir, qu'on a une possibilité aussi d'apporter notre soutien pour changer la donne. Parce qu'on est bien conscient que si c'est juste nous, on ne peut pas s'en sortir. On sait bien que si une bonne partie aussi de la population souffre par rapport à la situation actuelle aussi du gouvernement. Donc il y a des moyens aussi qu'on puisse s'accorder aussi pour qu'on puisse aussi faire face et pouvoir aussi s'imposer aussi face à ce gouvernement qui dicte ses propres lois pour une minorité aussi de la population. Donc nous, par rapport à cette montée très grave, je peux dire, de la droite, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est un outil qui s'appelle Y'en a marre. Et ça, ce sont des papiers qui l'ont mis sur place. Et c'est comme ce que je dis tantôt, c'est d'aller chercher le bon blanc,
de dire ok, venez nous accompagner, comme ça on ne va pas subir ce type de discrimination qu'on continue à subir tout le temps. La personne qui n'a pas le temps ou bien qui ne peut pas aller manifester, au moins peut avoir une possibilité de pouvoir accompagner une personne sans papier et pouvoir aussi l'aider à pouvoir faire cette démarche administrative qui peut éventuellement changer aussi sa vie, et pouvoir lui donner aussi une possibilité de pouvoir choisir une vie comme tout un chacun et chacune. Parce que je pense que dans ce monde, quand on parle de liberté de circulation, c'est tout un chacun et chacune qui a ce droit. Et pourquoi on dit celui-là et pas l'autre? Pourquoi un mode qui vient en Europe, on le considère comme un migrant, un sans-papier, et un autre mode blanc qui part en Afrique, on le considère comme un expat? Donc il n'y a pas de logique. Donc je pense qu'on doit se conscientiser un peu, essayer de dire ok, il y a des questions qu'on doit se poser, on doit se repositionner aussi face à la situation parce que sinon il n'y a personne qui va s'en sortir en fait. Voilà. Merci.